Bonjour, cher frère, comment allez-vous? Bonjour, éclaireur pro vérité. Comment allez-vous? Ouais, ça va très Dieu, bien. Dieu merci. Donc, merci d'être avec nous encore et c'est un non plaisir pour nous. Merci beaucoup. Et donc, on vous laisse la parole. Ok. Mhm, Je salue toute la classe et je salue les Mao, les Chao, mhm, surtout la maman blanc, mhm, comme elle est absente. Moi, j'aimerais intervenir sur deux points en fait. Le premier point, c'est l'état de l'abattoir de Port-Bouy. mhm, Vous savez, éclaireur, mhm, dans l'une de mes interventions, j'ai eu à dire que si le président regrette quelque chose aujourd'hui, c'est le comportement de ses collaborateurs. Quand tu regardes le comportement des ministres, surtout la Côte d'Ivoire, souvent tu te demandes si les politiciens ivoiriens sont effectivement patriotes. Moi, je ne sens pas de dignité parmi les politiciens ivoiriens et surtout les ministres que nous avons aujourd'hui. Vu la somme qui a été dépensée dans ces battoirs, vu l'argent qui a été dépensé là-dedans, et venir abandonner ça aujourd'hui à des personnes qui n'en ont rien à foutre avec. La seule chose qui les arrange, mais c'est le business qu'ils font à l'intérieur. Mais qu'est-ce que l'État a imposé comme condition d'hygiène à ces personnes-là? Mais si on dit que c'est le district qui doit quand même s'occuper de cela, mais qu'est-ce que le district a pris comme initiative? Et qu'est-ce que le ministre fait pour pouvoir rendre ces localités propres? Il n'y a absolument rien. Aujourd'hui, quand tu vois tous les caniveaux qui sont bouchés, mais qu'est-ce que les maires font pour pouvoir imposer une conduite aux citoyens? C'est par là que tu sais que quelqu'un aime sa nation. Quand tu vois le comportement de nos ministres, le comportement de nos élus en Côte d'Ivoire, mais tu ne peux qu'avoir les larmes aux yeux. On ne prend rien au sérieux, c'est-à-dire qu'on a emporté tout dans la démagogie et la corruption. Et on n'assume rien. C'est-à-dire que quand on agit comme ça et tout le monde se désengage, personne n'est responsable. C'est ça, l'irresponsabilité. C'est-à-dire que tous les démagogues sont tout à fait irresponsables. Le démagogue ne reconnaît jamais ce qu'il fait. Et c'est ce qui est là. Tous les travaux que le président, toute l'énergie que le président de la République dépense aujourd'hui, il y a des énergumènes qui passent tout leur temps à détruire cela. Mais ils ne le font pas au président, ils le font aux citoyens. Et on se demande s'ils sont effectivement patriotes. Et c'est qu'on constate aujourd'hui, ils ne sont pas patriotes. Parce qu'un patriote ne peut pas voler sa propre nation pour pouvoir remplir sa poche et dire que non, moi je suis riche, jusqu'à 40 générations chez moi, ils ne seront plus pauvres. Mais tes 40 générations n'iront pas vivre ailleurs. Ils viendront vivre avec les autres. S'il n'y a pas de paix, il aura quelle prospérité pour toute ta génération? Mais c'est en Côte d'Ivoire que tu peux voir ces gens d'idées. C'est en Côte d'Ivoire que tu peux voir ces gens de réaction. Au XXIe siècle, les Ivoiriens ne sont pas encore conscients de la réalité du monde. C'est ce qui est là aujourd'hui. Au lieu qu'on essaye de saisir une très bonne opportunité avec le bon président qu'on a en main, alors les Ivoiriens ne sont pas heureux parce qu'ils ne retrouvent plus de lieu qu'on appelle la rue Princesse où ils pourront aller jouer au sexe et puis faire des conneries. Lorsqu'ils n'arrivent pas à voir ça automatiquement, eux, il n'y a pas de développement chez eux, ils ne savent pas ce qu'on appelle se prendre au sérieux. Vraiment, je peux dire que nous sommes dessus d'eux. Nous sommes dessus d'eux. Parce que c'est eux aujourd'hui qui devraient donner l'exemple. Mais vous ne donnez aucun exemple de conduite, ni aux citoyens. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire aux autres? C'est ce qui est là. Tu ne peux pas aller dépenser des milliards dans l'abattoir et puis venir abandonner cela au profit des gens. Nous savons ceux qui sont à l'abattoir. Si même que ceux qui sont à l'abattoir, ce sont les ressortissants de la CEDEAO qui sont nombreux dedans. Mais quelle conduite vous avez donnée à ces ressortissants de la CEDEAO au sein de l'abattoir? Vous n'avez donné aucune conduite. Si vous-même, vous ne montrez pas l'envie que vous aimez votre nation, vous pensez que c'est les autres qui vont venir aimer?
votre nation. Mais c'est ce qui est là aujourd'hui. Et tous ces démagogues-là, c'est-à-dire qu'ils font chanter le président. C'est-à-dire que quand il décide de dire que lui, là, il va quitter là, il va venir crier, ouais, c'est parce que moi, je ne suis pas de même ethnie que le président. Voilà ce qu'on est en train de nous faire. Ce que je vais dire aussi aux Ivoiriens, aucun politicien ne va changer leur situation de vie. Ça ne va pas exister. Tant que la jeunesse ne montre pas la direction qu'ils veulent aux politiciens, les politiciens ne feront pas d'action. Il est temps pour les jeunes aujourd'hui de s'unir et de montrer maintenant aux politiciens qu'ils ne peuvent plus être utilisés comme cela a été de 2000 jusqu'en 2010. C'est aux jeunes aujourd'hui de montrer cela. Si les jeunes doivent pouvoir rester en train d'applaudir ces démagogues-là, ils ne vont jamais changer. Et on va toujours rester là en train de se lamenter comme nous sommes dans un mur de lamentation en Israël. C'est dangereux. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est le point où vous avez parlé de la géopolitique de l'Inde. Mais les Africains ne peuvent pas comprendre ça. Parce que nous avons des élites africaines qui n'ont jamais grandi et qui ne vont jamais grandir. Et ils ont toujours besoin d'un père. Quelqu'un qui a besoin d'un père, tu es sûr que lui, il peut grandir? Il ne peut jamais oser. On a des gens qui ont besoin d'un père. Donc, de ce fait, ils sont tellement habitués au comportement bébé gâté. Parce que c'est des hypocrites. C'est des gens qui ne sont pas des patriotes. Donc, ils ont toujours besoin de chercher des parapluies. Mais si tu veux chercher des parapluies dans la géopolitique, tu es obligé d'aller t'accroupir à quelque part. Tu es obligé d'aller t'accroupir à quelque part. Comment tu peux trouver des citoyens, des dirigeants qui se lèvent, qui vont se promener en Ukraine et en Russie à cause du blé, pendant que vous avez les moyens de pouvoir investir chez vous? Mais, donc, cela veut dire que nos parents, au XIVe siècle, au XVe siècle, au XIe siècle, l'Afrique ne se nourrissait pas du blé. On ne vivait pas. C'est par là que tu vois la limite de nos dirigeants. C'est par là que tu sais que ce ne sont pas des gens qui sont capables. Bon, ce sont ces deux points que je voulais vraiment parler. Je suis très heureux et je suis l'émission avec vous. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Le premier point que vous avez évoqué, voyez-vous, Oui. il y a un grand danger que le président Ouattara court. Quand tu vas dire ça, les gens vont dire que tu parles mal ou bien que tu es pessimiste. Mais avec tout ce qu'on a fait là, est-ce qu'il y a plus grand honneur pour un homme politique qu'après son passage, on puisse dire voilà ce qu'il a fait? Mais aujourd'hui, quand on regarde presque la moitié des activités que le président a réalisées là, dans moins de 5 ans après le départ du président, tout va disparaître. Exactement. On fait des goudrons, en moins d'un an, le goudron là, il disparaît. Mais exactement. On fait des activités. Okay. Donc vous finissez de parler. Quand vous allez finir, je vais prendre la parole. Ok. On va parler quand vous aurez fini complètement. Parce que quand moi je parle, je n'aime pas que quelqu'un réagisse. Okay. Parce que c'est un système de réflexion que je mets en place. Vous avez vu que je vous ai écouté. Et quand je parle, vous m'excusez, sinon voilà, Jacques, ma réflexion, simplement un peu ajouter sur ce que vous avez dit pour dire que c'est tellement réel. Ok. Mais il fallait me laisser continuer. Laissez-moi continuer. Quand je vais finir, voilà, vous retenez et puis vous réagissez. Là, quand c'est comme ça, ça devient un peu plus facile. Ok. J'étais en train de démontrer, aujourd'hui là, qui peut dire que goudron biodégradable, c'est pas la vérité? Que le président Ouattara, qui l'aime ou qui n'aime pas, c'est une réalité. Comment on peut faire un goudron et puis en moins d'un an, le goudron se détruit? Alors que l'autoroute du Nord qui est là, c'est depuis le temps d'Oufoué. Si on se souvient d'Oufoué, c'est l'ensemble des infrastructures qu'il a réalisées. Sinon, nul n'est éternel. Et dans les ministères, comme vous avez dit, on voit des gens qui sont à la charge publique sous les différents ministères. On était obligé de reprendre beaucoup de travaux dans le stade de Bimpe. Chaque fois qu'il y a quelque chose qu'il faut faire,
quelque temps, on se retrouve en train d'être dans le perpétuel recommencement. Mais à un certain moment, même si on n'aime pas l'homme Ouattara, ne soyons pas hypocrites envers lui. N'allons pas être méchants avec le peuple. Parce que ces activités dont on vous parle là, ce sont des milliards. On ne parle pas en millions, on ne parle pas en mille de francs CFA, on parle en milliards. Comment on peut aller prendre 18 milliards, venir mettre dans quelque chose, et puis on dit non, 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 c'est pour entretenir là qui est difficile. Voyez-vous, c'est la chose la plus déshonorante. Mais on ne peut pas donner sa vie. Le président Ouattara ne va pas se suicider. Il ne va pas encore être celui-là qui va se promener encore pour surveiller ces trucs-là. Ça démontre effectivement d'une trahison même de ceux qui sont autour de lui. Dans le suivi des activités. Parce que ça fait partie même du travail du gouvernement. Le suivi des activités. Pendant et après. Ce n'est pas seulement pendant. Il ne suffit pas de dire qu'on a fait route. Mais la route qu'on a faite là, est-ce que la route là est là? Est-ce que c'est en bon état? Et ça va durer pendant combien de temps? Mais la vraie réalité, c'est que les activités qui sont menées là, chacun veut tellement avoir pour lui dedans là, qu'au finish là, les travaux sont mal faits. Et ne nous blaguons pas. Si c'est du vernissage qu'on est en train de faire, disons la vérité aux messieurs. Et finalement là, ça va faire que Ouattara même là, le jour qu'on va dire que son mandat est fini d'ici 5 ans là, les Ivoiriens vont dire, ah non, il y avait un point ici, on dit que c'était Ouattara qui avait fait, mais on ne voit pas le point. Ça c'est une vérité. Et ça fait très mal, c'est très pitoyable. Et on en a parlé. Et moi-même ici, je prends l'opinion à témoin. Sundiata, le concurrent, sort ici presque tous les jours. Ah, telle route, faites attention. Comment on peut construire quelque chose? Nous, on sait que ça ne va pas durer. Mais c'est qu'on a volé l'argent là. Tous les projets qui sont faits là, il y a du vol qui est réalisé pour ne pas bien réaliser les projets. Et on va se retrouver sans les infrastructures. On ne va pas se retrouver aussi avec l'argent qui a été dépensé. Mais la population va toujours continuer à payer cela. À un certain moment, il faudrait mettre fin à cette saignée-là. Nous, on fait ce qu'on peut. Ce qu'on voit, on décrit. Mais on ne peut pas aller pousser quelqu'un. Ça, ce n'est pas dans nos capacités. Mais c'est extrêmement triste qu'on puisse avoir à faire de telles choses. Et on espère bien que peut-être le président lui-même va taper du poing sur la table pour qu'il y ait un peu de sérieux. Sinon, en toute sincérité, j'ai peur pour l'avenir même du président. Tout ce qu'il a fait là, c'est bien aujourd'hui parce qu'il est là. Mais ça se gâte devant lui-même déjà. Et s'il n'est plus là, dans 5 ans, de la manière il est venu là, c'est comme ça aussi ça va finir. Alors que le combat qu'on mène, ce n'est pas seulement un combat de voir Alassane Ouattara au pouvoir, mais c'est un combat que ses œuvres puissent durer dans le temps. Mais très peu de personnes auront compris cette ligne philosophique-là. Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire? Vous avez parlé de la Chine et de l'Inde. Et vous avez bien décrit la situation. Voyez-vous, quand un homme même oublie même la raison même de son existence, il perd automatiquement confiance en lui-même. Et il va penser que c'est les autres qui vont faire son bonheur. Sinon, quelqu'un qui connaît ses compétences, ses qualités-là, la personne ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Parce que la personne sait qu'elle a sa propre vie à mener. Et de la manière qu'une personne a sa propre vie à mener, c'est comme ça que le continent africain a sa vie à mener et un destin à construire. Mais nous, on pense que c'est en nous mettant du côté des Américains, ou même des Russes, ou même des Français, qu'on sera sauvé. Non! Eux, ils nous utilisent pour réaliser leurs rêves. Mais le jour que nos enfants, même si nous, on a été des vauriens, mais le jour que nos enfants vont vouloir réaliser leurs rêves, qu'ils auront pris conscience, ils vont réaliser leurs rêves sur qui et comment? On aura déjà hypothéqué toutes nos ressources naturelles. Si nos ancêtres avaient bradé nos ressources naturelles, vous pensez que nous n'allons avoir accès à ça aujourd'hui? Et donc, la classe dirigeante en Afrique même pose d'abord un problème fondamental. C'est qu'eux-mêmes, ils n'ont pas confiance en eux-mêmes et ils ne s'assument pas. Il y a un bruit par derrière. J'allais laisser la parole pour vous la donner. Ok, merci beaucoup. Comme vous l'avez si bien dit, au niveau du président, c'est-à-dire que nous avons une génération de classe politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui a eu une très mauvaise éducation du patriotisme. Quand tu regardes ces ministres-là aujourd'hui qui se trouvent dans le ministère du président de la République, ce ne sont pas des enfants au niveau du plan politique en Côte d'Ivoire.
Ils ont commencé dans des conditions dans lesquelles où on les donnait tout et on continue de leur donner tout. Comme vous l'avez si bien dit, il est temps pour le président maintenant de taper du poing sur la table pour pouvoir mettre fin à ça. Et il doit oser. Ces vieux ministres-là, c'est le temps pour lui de les mettre au dehors et de donner vraiment la place à la jeunesse. Et de donner de la place à ces jeunes-là, comme le président Félix Houphouët-Boigny l'a fait avec lui en lui donnant sa chance. C'est parce que Houphouët a osé. Et si lui, à son tour, il ne ose pas aujourd'hui à donner de la chance à la jeunesse, moi, en plein cas, je serais vraiment déçu. Quand tu prends le cas du ministre de l'infrastructure qui est M. Amédée Kouakou, mais Amédée Kouakou s'en fout des infrastructures qui se réalisent à l'intérieur, même ceux même qui se réalisent à Abidjan. Regardez le comportement qu'il fait vis-à-vis de cela. C'est-à-dire que tous les rapports qu'on donne au président de la République, c'est des faux rapports. C'est des faux rapports. Mais qu'est-ce qui amène ça? Parce que tu ne peux pas nommer un ministre dans un poste où il peut faire plus de 5 ans ou 6 ans. Finalement, là, moi je me dis que ce n'est plus un poste de ministre, c'est devenu maintenant un concours, ou c'est devenu une embauche. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Le président de la République a embauché ces ministres-là. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été nommés. Parce que si quelqu'un a été nommé, tu dois évaluer son travail. Et lorsque tu dois évaluer son travail, tu dois avoir, c'est-à-dire que le ministre doit faire l'observation, mais tu dois avoir des personnes qui doivent faire des contre-observations de ces données. Mais on ne voit absolument rien. Parce que vu ce que Sundiata nous dit tous les jours, mais Sundiata, lui, il est un citoyen lambda. Si Sundiata arrive à observer les dégâts qui sont en train de se passer, cela veut dire que dans le ministère aussi, il y a des personnes qui arrivent à observer ces dégâts-là. Il est temps pour le président maintenant de vraiment oser. De oser et de donner de la chance à ces jeunes-là. Mais ce que je constate, c'est que ces vieux-là, lorsqu'ils quittent là-bas, ils passent leur temps à faire chanter le président. Ou peut-être si le président pense que lorsqu'il va mettre ces vieux-là à la porte, ça ne va pas lui permettre encore d'être élu ou d'avoir de la cote. Mais ces vieux ministres-là ne sont rien sans les citoyens. La valeur qu'ils ont aujourd'hui, c'est lui qui donne ces valeurs-là à ces vieux ministres-là. Si ce n'est pas lui, je ne sais pas où ces vieux ministres-là vont quitter avec ces valeurs-là. C'est vraiment incompréhensible et inadmissible. Si quelqu'un est patriote et qu'il aime sa nation, tu ne peux pas passer ton temps à faire des faux rapports à ton président. Ça, du tout bon. Et chaque fois, ils sont étonnés par ce qui arrive. On appelle ça de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Mais il est temps pour le président de vraiment oser et de donner de la chance à la jeunesse. Les jeunes ne peuvent pas aller à l'école et puis venir s'asseoir lorsqu'ils auront 70 ans, que c'est à ce moment tu vas leur dire non, venez faire votre preuve. Ils vont faire quelle preuve maintenant? Ils vont faire quelle preuve? Le vrai problème des Africains, ce sont les Africains eux-mêmes. Parce que si quelqu'un n'est pas du tout capable d'être responsable et de prendre sa responsabilité, il va toujours rejeter la faute sur les autres. C'est le même cas de la géopolitique. Parce que pour pouvoir prendre des décisions dans la géopolitique, il faut des responsables. Quelqu'un qui n'est pas responsable, comment lui peut prendre une décision? Parce qu'il ne veut pas qu'on l'accuse pour dire qu'il a fait une telle erreur. Mais si tu as peur de faire des erreurs, alors tu ne seras jamais responsable. Et de deux, tu seras toujours à la queue. Et c'est ce qui est là aujourd'hui. Les dirigeants africains et le peuple africain sera toujours à la queue. Parce qu'on manque de responsabilité et on n'aime pas oser. On a toujours peur. On tremble dans notre peau. On est complexé. Mais pourquoi vous voulez en vouloir aux autres? Dans la géopolitique, chacun défend ses intérêts. Il n'y a pas d'amis. Dans la politique, il n'y a pas d'amis. Pourquoi voulez-vous aller chercher des amis et aller pleurnicher? Si tu veux chercher des amis, alors tu quittes dans la géopolitique et puis tu vas te nouer tes amitiés. Mais on ne peut pas vous mettre à la tête des nations et vous allez passer à jouer avec nos intérêts, à créer des amitiés inutiles. Parce que vous voulez plaire à tout le monde.
Vraiment, vous avez fait vraiment de très bons sujets aujourd'hui et j'invite vraiment tout le monde à vraiment donner de trucs et je suis très heureux de votre thème aujourd'hui. Éclaireur Pro Vérité. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. C'est moi qui vous dis merci. Merci d'avoir surtout réexpliqué ces thèmes-là pour que les uns et les autres les comprennent. C'est en ce moment-là qu'on est en train de jouer notre avenir. Parce que notre avenir, ce n'est pas maintenant, mais c'est celui de nos enfants. Parce que quand on ne sera plus là, c'est eux qui seront les meilleures personnes pour nous juger. S'ils arrivent à dire, mais ces gens-là n'ont rien fait que nous rendre le monde difficile, je crois que même Dieu même ne sera pas fier de nous-mêmes, encore moins les humains. Et donc, c'est le bon moment de parler, d'aider et d'apporter l'aide qu'on peut. Nous, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de montrer ce que nous voyons. Ceux aussi qui peuvent agir, qui en ont les possibilités, s'ils entendent ces voix-là, il faudrait qu'ils comprennent que des gens sont conscients de la réalité et qu'il faut qu'on puisse aller de l'avant. Il faut enlever les mauvais comportements qui sont en nous pour les changer avec des bons comportements. C'est ce qui va nous aider nous-mêmes, mais c'est ce qui aussi va aider le pays et le peuple et le continent africain. C'est vraiment très important. Et je tiens vraiment à vous dire merci infiniment et à vous souhaiter une excellente soirée. Merci beaucoup et l'émission continue en ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher frère. Allô? Allô? Oui, bonsoir le conquérant. Oui, bonsoir, cher frère Clara. Oui, comment allez-vous? Je vais bien chez vous. Dieu merci, tout va très bien. Et la soirée, j'espère qu'elle va pour le mieux. La soirée se passe bien. Dieu merci. Donc, on vous laisse la Et parole. de votre côté? Ça va, grâce à Dieu, tout va pour le mieux. Dieu merci. Oui. Donc, vous avez la parole. Je vous remercie de me donner la parole. Je vais parler des inondations qui ont été constatées récemment dans la ville d'Abidjan. Bon, comme ça avait été dit ici, sur la plateforme en général, les inondations à Abidjan, c'est entre le 20 mai et on va dire au plus tard le 30 juin de l'année. Donc, au bout de 40 jours, on peut déjà faire le constat qu'effectivement, c'est sur cette période que les pluies diluviennes tombent sur la ville d'Abidjan. Et cette année, la tradition, comme on peut dire, a été respectée, il n'y a pas eu d'exception. Mais malheureusement, il y a eu beaucoup de dégâts même que l'année dernière. Malheureusement, à Mosikro, là-bas, il y a eu plusieurs morts. Je ne sais pas le nombre total de morts, mais aujourd'hui, après, on en saura plus. Il y a eu des morts là-bas. Bon, à Bassam, les eaux étaient tellement montées. À Abobo, j'ai vu, les eaux sont montées. Un peu partout dans plusieurs communes, on a vu les dégâts. Les gens, ils ont eu le temps de photographier, de filmer, pour savoir où se trouve exactement le problème. Ce qu'on peut tout simplement dire, ce qui s'est passé peut servir de leçon et d'expérience pour les années à venir. Donc, les choses sont assez simples. Qu'est-ce qu'il faut faire? À partir des constats des pluies qui sont restés un peu partout, dans différents coins, les services compétents
Ils n'ont qu'à faire l'état des lieux de la situation, photographier, filmer, et puis une fois les pluies terminées, des travaux doivent être engagés pour pouvoir éviter ce genre de drames. Ce qu'on souhaite vivement, il est toujours souhaitable de voir 0 mort, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mort, de voir, si c'est possible, 0 inondation. Mais vous savez, la plupart du temps, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que les gens même ne veulent rien savoir. On dit aux gens, ne restez pas, mais ils s'entêtent quand même. L'année dernière, qu'est-ce qui s'était passé du côté de Mosiko? Les gens étaient venus pour casser des baraques. Malheureusement, la résistance farouche des habitants avait fait que les gens, ils s'étaient retirés. Ils ont été lapidés, ils se sont retirés. D'autres ont fait leur rapport, ils sont allés remettre. L'année dernière, il y a eu quelques dégâts. Mais les dégâts de cette année sont encore plus énormes. Et cette année, on se souvient qu'à un moment donné, les gens sont partis détruire. Et ce jour, c'était encore très tendu. Malheureusement, il y a eu des morts encore. Est-ce que l'année prochaine, il y aura encore des morts? Nous ne souhaitons pas qu'il y ait des morts, mais je pense qu'il faut maintenant anticiper. Parce qu'une fois la grande saison terminée, aujourd'hui on est au 24, dans 6 jours c'est terminé. Dans 6 jours, quand on va rentrer dans le mois de juillet, le 1er juillet, ce sera terminé. Il n'y aura plus de problème. Donc on souhaite qu'il n'y ait plus de problème encore. Mais il y a une saison de pluie qui va venir dans le mois de novembre-décembre. Mais cette saison de pluie-là n'est pas grande comme celle qui vient de finir. Donc du coup, il faut que les uns et les autres tirent la leçon de tout ce qui s'est passé. Parce que vraiment, j'ai vu des niveaux de montée d'eau cette année, c'était vraiment très inquiétant. C'était vraiment très, très, très inquiétant. Et s'il y avait des enfants qui passaient dans les rues, c'était vraiment pas de nature même à préserver la vie de ces enfants. Parce qu'on a vu dès les premières pluies, même les eaux avaient emporté un enfant qu'on avait retrouvé mort par la suite. Donc tout ça, ce sont des problèmes qu'il faut chercher à résoudre. Et nous pensons que les uns et les autres vont tirer les leçons de tout ce qui s'est passé et puis trouver des solutions appropriées. Parce que dans les années à venir, nous souhaitons être éloignés de ce genre de problèmes. Parce qu'il faut le dire, chaque année, c'est les mêmes choses qui reviennent. Chaque année, c'est les mêmes choses qui reviennent. Ça revient, ça revient. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Est-ce que ça va s'arrêter un jour? Tout dépend à la fois des populations et des autorités. C'est une affaire de tous. Les gens, ils viennent vivre dans des endroits à risque. On leur dit de ne pas le faire, ils ne comprennent pas. Maintenant, c'est lorsqu'il y a les dégâts maintenant que tout le monde est au regret de constater que les gens sont venus vivre là où il ne fallait pas. On souhaite vraiment ne pas vivre ce genre de situation. Mais à Bassam, à Grand Bassam particulièrement, Grand Bassam, Mossikro, le rond-point de la mairie d'Abobo, il y a la gare internationale d'Abobo Anokwakouté, la gare routière d'Adjamé, la Riviera Bonoumé, et puis encore, on va dire le Pougon, Maroc, et puis Ananéré. Tous ces secteurs-là, je pense qu'il faut penser maintenant à assainir ces endroits. Il faut penser à assainir ces endroits parce que si ces endroits ne sont pas assainis, moi je crains. Je crains. Cette année, quand même, il y a eu des efforts. Moi-même, j'ai pu constater, les gens, ils ont eu à vider des caniveaux. Ça, c'était bon. Mais il y a les égouts même d'évacuation des grandes eaux qui parfois connaissent toujours. Donc, tous ces problèmes, il faut chercher à les résoudre. On essaie d'attirer l'attention des uns et des autres, mais il faut qu'après, il y ait une prise de conscience collective pour pouvoir résoudre définitivement ces problèmes. Parce que si ces problèmes ne sont pas résolus à temps, nous ne savons pas qu'est-ce qui adviendra dans les années à venir. Déjà même le problème écologique avec les plastiques, les bouteilles en plastique, les bouteilles en verre, tout ça, les problèmes écologiques sont déjà là. Si ces problèmes-là ne sont pas résolus dans les années à venir, ça va être beaucoup plus difficile.
Donc, nous pensons que le ministère de la lutte contre la salubrité gagnerait à trouver des solutions appropriées sur le long terme. Donc, voici ce que je voudrais dire. Et si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Vraiment, je tenais d'abord à débuter par vous remercier parce que vous constatez et vous ne faites pas que dire ce que vous entendez, mais vous constatez et vous faites le bilan de ce constat. Et je tiens à vous dire vraiment merci pour le problème et les questions que vous soulevez parce que vous restez très objectif. Parce qu'en vérité, il y a aussi du grand travail qui a été fait et vous avez évoqué cela. Mais selon moi, en tout cas, vous savez, l'homme et la nature, c'est toujours un constant combat. Mais il faut toujours aussi continuer à éduquer nos populations et aussi à adapter les infrastructures en fonction des expériences. Comme je l'ai dit, l'humain, c'est d'abord celui qui sait évaluer les situations. Et quand on évalue une situation, on essaye de devenir meilleur que de par le passé. Et donc, il est très important, je dirais même impérieux, qu'on puisse se dire les erreurs d'hier, il faut les éviter. Notamment, relativement à la question des zones à risque, est-ce qu'il n'est pas temps que le gouvernement frappe du poing sur la table? Soit on laisse les gens habiter ces zones-là, et donc on cautionne l'anarchie, et donc avec toutes les conséquences qui y vont avec, ou bien on les fait déguerpir pour une bonne fois. Parce que dans les possibilités du gouvernement, les deux options peuvent exister. Parce que comme vous le dites, quand vous perdez une vie humaine, c'est une vie humaine. On nous parle pratiquement plus de 15 morts. Imaginez-vous des enfants, des gens qui avaient besoin de vivre parce qu'ils avaient toute la vie devant eux, mais qui ont été atrocement arrachés à la vie. C'était évitable. Le gouvernement a parlé, mais le gouvernement n'a pas que seulement la parole. Il y a aussi la force de l'action publique qu'on lui a remis. Et le gouvernement peut user de cela pour dire nous ne voulons plus. Je sais qu'il y a beaucoup d'enjeux. On a toujours besoin aussi des moyens nantis que nous-mêmes. Ça, c'est vrai. Mais est-ce pour autant qu'il faut les exposer? Parce que quand ils meurent là, aujourd'hui, c'est vrai, on me dira, mais si on les chasse là, demain, si on a besoin d'un boy ou bien d'une bonne, on fait comment? Bon, maintenant que la bonne est morte, on fait comment maintenant? Voilà aussi toute la question. Moi, j'aurais préféré qu'on puisse dire à la bonne, quitte, mais reste en vie. Au moins, elle va soit améliorer sa condition pour trouver une nouvelle opportunité, ou bien même quelque chose de nouveau viendra, puisque la nature a horreur du vide. Mais maintenant qu'on a perdu ces personnes-là, c'est encore beaucoup plus dramatique et ça fait plus mal. Sinon, il faut le reconnaître, au niveau du gouvernement, les travaux ont été effectués et sont en train d'être effectués. Ça, on ne peut pas vraiment mentir. Mais, c'est ce qu'on a toujours dit. Est-ce que nous, les populations, on est éduqués en fonction de ce qui est en train d'être fait? Parce que nous, les populations, les édifices qui sont faits là, on jette les sachets plastiques. Toi, Signata, tu as parlé de ça ici. Bon, tout ce qui a été réalisé là, nous, on jette plastique dedans. On jette boîte dedans. C'est devenu comme des poubelles à ciel ouvert. Mais quand ces voies de passage d'eau sont obstruées par notre inaptitude à nous adapter au bon comportement, voyez-vous que ça rend encore la tâche plus difficile et on a l'impression que rien n'est fait. Ça, il faudrait que le gouvernement rentre dans la phase répressive. Je le dis sans embâche, l'homme africain, pour le redresser, il faut utiliser la manière forte. Et ça, je sais de quoi il est question. Je sais de quoi je parle. C'est très important qu'on mette l'accent sur l'homme au centre de toute la réalité. Mais l'homme, s'il n'est pas éduqué, en fonction des objectifs que nous voulons atteindre, est-ce qu'il peut être véritablement cet humain qui va nous permettre d'aller de l'avant? Je ne crois pas. Et c'est ça aussi fondamentalement même la question ivoirienne. Chaque année, les mêmes choses à la même période se passent, comme si c'était une fatalité. Ce n'en est pas une. C'est une question de volonté. La mauvaise volonté de ceux qui veulent enfreindre la loi, mais qu'on ferme les yeux là-dessus. La mauvaise volonté de l'autorité à ne pas vouloir être perçu comme quelqu'un ou bien comme une entité qui use de la force.
Mais si je dois utiliser la force pour te maintenir en vie, je préfère qu'on me blâme pour cela que d'utiliser une gentillesse, une faiblesse pour te conduire à la mort. J'ai fait vite le choix de choisir la rigueur. Et donc, il faudrait qu'à un certain moment, pour laver même l'image même du gouvernement, moi, j'opte pour la rigueur et la fermeté pour faire déguerpir de tous ces sites-là toutes les personnes en danger. C'est vraiment important. Ça peut aussi nous aider. J'allais profiter avant de vous laisser. Il y a notre mère Aline Bakayoko qui nous salue. Chère mère, que la paix et toute la grâce de Dieu soit avec vous. Et merci pour tout ce que vous faites pour nous. Je tiens à rappeler aux uns aux autres que la mère Aline Bakayoko prie beaucoup, comme toutes les mères. Elle prie beaucoup pour nous. Et je me souviens encore du jour où elle était en face de la Kaaba. Et c'est pourquoi j'ai dit à tous ceux qui nous détestent, vous ne savez pas qui nous sommes. Vous ne savez pas la charge spirituelle que nous dégageons. Mais elle m'a dit, fais les prières pour tout le monde. Et ça a été fait. Je remercie aussi tous les EPV. Et j'aurais bien souhaité qu'Adama Koné prenne la parole parce que j'ai des questions à lui poser. Ça dépendra de lui-même. Mais c'est ça la vie. Continuons à croire en tout ce qui est positif. Et c'est ça que nous autres, nous voulons enseigner. Nous ne cherchons pas des postes. Nous ne cherchons pas à avoir une volonté de puissance. Nous cherchons à ce que l'humanité soit restaurée dans sa nature véritable. Et quand je vois ces mères qui prient pour nous, en tout lieu et en tout temps, ça ne peut que nous faire plaisir parce qu'on se sent suivi, on se sent conforté. Et vraiment, merci à vous, chères mères. Merci infiniment. Et donc, Sundiata, je crois que pour notre part, on ne peut que continuer que ce qu'on a commencé. Et si petit soit-il, si nous apportons déjà, même déjà un changement dans l'état d'esprit des uns et des autres, je crois que ce n'est pas petit. Il faut toujours continuer. C'est ce que j'allais ajouter avant de vous retourner la parole. Oui, je vous remercie beaucoup. Surtout, je remercie beaucoup la mère qui continue de prier pour nous. Tous celles qui savent nous connaître même continuent de prier pour nous, continuez à prier pour nous, continuez à prier pour la paix en Côte d'Ivoire. La stabilité, c'est très important. Parce que ce pays ne peut que se porter bien lorsqu'il y aura la paix toujours et la stabilité. Sans paix et stabilité, c'est toujours difficile. Et vous voyez un peu ce qui se passe dans les pays voisins. La situation est très difficile et elle est intenable. C'est-à-dire quand on est là parfois, on veut toute la richesse du monde, mais c'est à croire que il faut souvent expérimenter ou bien voir ce qui se passe en situation difficile pour comprendre que la paix, la stabilité et la santé représentent les premières richesses de l'homme. Donc, nous souhaitons vivement que ce pays continue d'être en paix et dans la stabilité. Ce pays soit définitivement éloigné de tous ceux qui ont pour intention de le détruire. Ce pays soit préservé sur le très long terme. Parce qu'avec la stabilité et la paix sur le long terme, tout peut se faire. Mais sans la paix et la stabilité, rien ne peut se faire. Sur ce, nous remercions tout le monde. Portez-vous bien et on va